L'homme que je reçois ce soir a un parcours peu banal, puisqu'il est américain d'origine libanaise, spécialiste du Moyen-Orient et des questions de terrorisme international, et associé à un think tank, un groupe de réflexion, comme on dit, créé par l'ancien patron de la CIA, James Woolsey. Bonsoir Walid Fares. Bonsoir, heureux d'être avec vous. Et merci d'être avec nous à l'occasion de votre passage à Paris pour quelques jours. Alors j'aurais dû ajouter à tous ces titres que vous avez été l'un des conseillers diplomatiques de Mitt Romney, le candidat républicain malheureux à la Maison-Blanche l'an dernier. Et on va d'ailleurs commencer par là, parce qu'on se souvient quand même que la politique étrangère n'était pas le point fort de Mitt Romney, si je puis dire, qu'il avait multiplié un certain nombre de gaffes, notamment à propos de la Syrie. Ça doit être angoissant quand même pour un conseiller diplo de savoir que son patron peut déraper à tout instant. Oui, ça, c'est pas entre nos mains parce que ceux qui tiennent donc le discours politique extérieur ne sont pas les conseillers, c'est les briefers, ceux qui parlent aux conseillers. Mais je propose que nous avions une agenda qui est tout à fait différente de l'agenda du président Obama. Alors, si on parle des résultats de l'administration actuelle en Égypte, en Libye, en Tunisie, en Syrie, je pense que beaucoup d'électeurs américains auraient préféré risquer avec Romney que de continuer avec Obama, mais c'est la démocratie, donc on suit. On va parler du printemps arabe, c'est le thème de votre livre. Mais à propos des Palestiniens, Mitt Romney était complètement aligné, on s'en souvient, sur la position des autorités israéliennes actuelles, du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ça veut dire qu'avec lui, président, il n'y aurait eu aucune perspective de paix, de négociation et pas d'État palestinien, au fond. Pas tout à fait. Chaque président américain, républicain ou démocrate, dans la campagne électorale, s'aligne complètement sur la position officielle du gouvernement israélien, d'une part, mais d'autre part, dit, et ce que Romney et Obama, les deux ont dit, on est pour deux États, l'un palestinien et l'autre israélien. Alors, vous publiez donc ce livre en français intitulé Du printemps arabe à l'automne islamiste, avec un point d'interrogation. À votre avis, Walid Fares, on est dans cet automne islamiste en ce moment? Je pense qu'il y a les deux saisons en même temps. Il y a eu trois cycles de la révolution au Proche-Orient. La première était clairement libérale. C'était les jeunes, les femmes, minorités, laïques, qui ont commencé en Tunisie, Égypte, mais qui ont aussi essayé en Libye et en Syrie. Cette première vague a été saisie, comme vous le savez, par les islamistes un peu partout en Afrique du Nord. Et maintenant, il y a le retour, comme on l'a vu en Égypte le 30 juin dernier, comme on va le voir probablement en Tunisie, des laïcs. Donc ce sont trois cycles qui se sont passés. Et maintenant, c'est une course effrénée entre ces deux forces. Donc la saison islamiste est dépassée, si je puis dire, par rapport à votre Même, analyse. même en Égypte, si elle était battue, elle est toujours là. On ne peut pas démarrer au Proche-Orient sans les islamistes, mais on ne peut pas donner les rênes de pouvoir uniquement aux islamistes. Mais est-ce que ce qui se passe à la fois en Égypte, vous venez de le dire, avec la destitution de Mohamed Morsi en juillet, et probablement, effectivement, si Enarda doit donner les clés du pouvoir et se retirer en Tunisie dans les prochaines semaines, ne prouve pas que finalement vos craintes sur une islamisation des régimes post-Moubarak, post-Ben Ali étaient une crainte finalement un petit peu exagérée? C'est le pouvoir de détruire qui me fait penser. C'est pas seulement les islamistes au pouvoir, mais les islamistes dans l'opposition peuvent faire beaucoup de choses. Une partie de ces islamistes vont se transformer en djihadistes. Ce qui me tranquillisera, c'est une réforme à l'intérieur du mouvement islamiste, une perestroïka qui toucherait les islamistes et les transformerait en musulmans démocrates. Cela va se passer. On voit comment les jeunes des frères musulmans en Égypte sont en train d'écoper avec ce qui s'est passé. Nous sommes en pleine transformation partout au Proche-Orient. Donc s'ils ont voix de cité comme opposition reconnue, si je puis dire, avec un accès aux élections et des représentants dans les assemblées, le risque de djihadisation est moindre. Il va y avoir des islamistes qui vont être djihadistes, quoi que l'on fasse, parce qu'ils ont été déjà radicalisés. Il faut s'apprêter pour cela. Mais la masse des jeunes des frères musulmans peut être récupérée, peut réformer et donc devenir un parti comme le AKP en Turquie ou meilleur encore. Vous avez l'air assez critique, Walid Fares, sur la position américaine vis-à-vis de l'administration Obama, vis-à-vis de l'Égypte et de ce qui s'est passé au moment de la chute de Moubarak. Vous semblez penser que si l'Occident et les États-Unis en particulier étaient davantage intervenus dans la révolution de la place Tahrir, l'Égypte n'en serait peut-être pas là où elle en est aujourd'hui? Si l'administration Obama n'aurait pas tellement intervenu aux côtés des frères musulmans et aurait laissé la société civile égyptienne agir d'elle-même, je ne pense
pense pas que Morsi et ses partisans auraient pu faire ce qu'ils ont pu faire. Je dis dans mon livre que les délégations des frères musulmans ont été reçues, les seules reçues à la Maison-Blanche, au Conseil de sécurité nationale, mais pas au Congrès. Donc ma critique de l'administration, c'est qu'elle n'a pas été assez équilibrée. Il fallait qu'on engage aussi, qu'on dialogue aussi avec les jeunes, les femmes, les minorités. Mais est-ce qu'il aurait mieux valu le statu quo, c'est-à-dire Moubarak prolongé, Ben Ali toujours au pouvoir? Non. Je pense que les sociétés civiles, comme je l'ai dit dans mon livre, étaient à un point où elles se soulevaient contre Moubarak, que ce soit avec les Américains, contre les Américains. C'était le post-Moubarak qu'il fallait bien régler. Malheureusement, l'administration américaine, et je dirais même le Congrès, n'était pas prêt. Nos conseillers, nos intellectuels en Amérique n'avaient pas vu venir ni la montée des sociétés civiles, ni la capacité des jeunes. Parce que nos politiciens ne lisent pas Facebook. Ils ne voient pas ce qui se passe sur YouTube. J'ai suivi, j'ai compris, j'ai vu avant le temps. Alors, deux questions d'actualité pour terminer, si vous voulez bien, Walid Pharres. D'abord, les négociations sur le nucléaire iranien. L'un de vos collègues du réseau Voltaire, James Petras, a écrit avant-hier qu'Israël faisait tout pour faire capoter ces négociations jusqu'à corrompre les membres du Congrès américain. Vous en pensez quoi? Il n'a pas utilisé ce terme, c'est vrai. Enfin, Israël a une influence. Il a été plus loin, il a dit Israël achète le Congrès. Oui, ça c'est son terme. Oui, c'est son terme. C'est pas le cas. Non, il faut être objectif. Israël a beaucoup d'amis, beaucoup d'influence à l'intérieur du parti du Congrès. Non seulement le Parti républicain, mais aussi et surtout les libéraux, les centristes du Parti démocratique. Obama lui-même n'ira pas à l'encontre des Israéliens, mais il a fait pression sur les Israéliens pour qu'ils lui donnent un peu de marge de manœuvre, pour qu'ils essaient d'obtenir des Iraniens des conditions préférées. Ce sont les Iraniens qui ne vont pas délivrer les conditions. Ils sont experts en rallongeant les négociations. Voilà, nous sommes maintenant au mois 3 et 4, mais ils ne vont pas délivrer vraiment la profondeur stratégique de ce qu'on veut d'eux. C'est de cesser l'arme absolue, l'arme nucléaire et ses missiles. On le verra dans les prochaines semaines, reprise des négociations d'ailleurs le 20. Alors je le disais, vous êtes d'origine libanaise, Walid Pharres. Quand vous voyez l'évolution de la guerre en Syrie et un pouvoir syrien qui semble reprendre peu à peu des positions, on l'a vu autour d'Alep ces derniers jours, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir et notamment pour la stabilité du Liban si Bachar sort un jour victorieux de cette guerre? Tout à fait. Je suis inquiet pour l'avenir du Liban, de la Syrie, de l'Irak aussi. Ce sont 3 pays avec les mêmes composantes, chiites, sunnites et des minorités chrétiennes, kurdes et autres. Mais compte tenu du passé, on le sait, entre la Syrie et son influence sur le Liban, est-ce que vous avez une inquiétude particulière pour votre pays de Bien sûr, si Assad va écraser l'opposition en Syrie, ses partisans seront très intéressés pour faire la même chose, y compris Hezbollah et les pro-syriens au Liban. Mais je pense qu'un certain équilibre de force a été établi. L'opposition syrienne n'a pas pu déloger Assad, mais je ne pense pas qu'Assad va reprendre toute la Syrie. Ça va être une longue guerre civile, malheureusement. Merci Walid Pharres d'être venu nous voir. Je rappelle que vous avez été donc le conseiller de Mitt Romney pour le Moyen-Orient et vous publiez Du printemps arabe à l'automne islamiste, point d'interrogation. C'est édité chez Hugo Doc. Merci. C'est moi qui vous remercie.